Ok, si vous voyez bien mon écran, dans ce que je vais commencer. Bonsoir à tous. Merci à GoLogic de nous accueillir ici. Donc ce soir, je vais vous parler d'un projet personnel qui s'appelle Sablier et qui a un but principal quand même qui est de scale to zero. Mais déjà, on va commencer au basique. Je m'appelle Alexis Couvreur. Je suis un développeur full stack qui vient de France. Je suis arrivé à Montréal en juin dernier. Je travaille pour la Banque nationale et ça à travers une firme de consulting. J'ai toujours adoré tout ce qui était automatisation, DevOps, Docker, etc. Et le projet que je vais vous montrer, il a une forte connotation avec tous ces sujets-là. Tout d'abord, Scale to Zero, c'est OK, c'est une solution, mais une solution à quoi? En fait, c'est surtout un besoin qui arrive, alors je vais en citer un, et c'est le principal argument de ce soir, ça va être qu'on veut surtout réduire les coûts à tout prix. Et pour réduire les coûts, en général, qu'est-ce qu'on fait? Sur une infrastructure, surtout cloud, on va avoir tendance à vouloir éteindre nos services. Et comment est-ce qu'on va les éteindre? Pour les éteindre, on scale vers zéro, c'est ce qu'on dit. Donc, plutôt que de le faire manuellement, on peut le faire surtout uniquement quand il y a un besoin, quand il y a une demande. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je vais recommencer. Hop. Donc, dès qu'il y a une demande, en fait, et cette demande, elle peut se traduire par plusieurs aspects, notamment le fait qu'il y ait une requête qui arrive. Et c'est là où on peut voir déjà des similarités. En fait, il y a beaucoup de providers en ligne qui scale déjà vers zéro. C'est des choses que vous connaissez déjà. Probablement, moi, la première fois que je me suis confronté à ça, c'était avec le Google App Engine, qui scale à zéro nos solutions. Il y a aussi Function, mais c'est aussi AWS Lambda. En fait, c'est pas mal de concepts qui sont très communs et on va retrouver les call start, tout ce genre de choses. Dernièrement, il y a d'ailleurs GitHub Codespace, pour ceux qui l'ont utilisé aussi, où il nous démarre une instance lorsqu'on va avoir pour utiliser notre IDE en ligne. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est Sablier. Donc Sablier, c'est un projet personnel que j'ai développé sur mon temps personnel, qui est gratuit et open source, qui est une solution en fait pour scale vers zéro. Les points importants, c'est que c'est une solution du coup open source. Tous les autres providers que vous avez vus avant, en fait, c'est des solutions et des mécanismes qui sont en interne, qu'on ne peut pas forcément appliquer à n'importe quel système. Et la plupart de ces systèmes sont surtout appliqués à des orchestrateurs comme Kubernetes. Donc comment ça fonctionne, Sablier? Comment est-ce qu'on scale à zéro? Le principe il est assez facile, c'est qu'on va s'intégrer avec des reverse proxy. À chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, qui était censée aller sur notre projet, à la place sur notre service, on va y installer un middleware entre ça. Ce middleware, c'est un middleware qui a été conçu et développé notamment par moi-même, qui va appeler Sablier, qui va être une API qui va justement gérer l'état de vie des conteneurs qui sont derrière, en fonction d'un état très simple. Si le conteneur est éteint, on va l'allumer, parce qu'il y a une demande, il y a une requête. Si le conteneur est déjà allumé, on va continuer la requête. Et ce qui est important, c'est qu'on va aussi étendre la durée de la session. C'est-à-dire que tant qu'il y a des requêtes, on augmente la durée de vie de ce conteneur pendant qu'il y a de l'activité. Comment est-ce qu'on utilise Sablier? Donc là, je vais rentrer très vite dans le sujet. Je vais vous montrer un petit exemple très rapide avec un reverse proxy qui s'appelle Caddy. Si vous ne le connaissez pas, c'est un reverse proxy assez simple. C'est tout l'intérêt de cette démo. Voilà comment j'expose en fait un service avec Caddy, donc derrière un reverse proxy. Le service qui est derrière ce reverse proxy, il est super simple. C'est un service que WhoamI, en fait, c'est une page web. Dès qu'on va dessus, on voit juste les infos de connexion, les headers, comment est-ce qu'on y va, notre host, etc. Et pour mettre cette route-là sur Caddy, on va dire que, OK, Caddy qui est mon reverse proxy, on note que j'ai donc ouvert les ports pour Caddy. Dès que je vais atteindre une route, en tout cas qui match WhoamI, je vais tout simplement forward la requête au service derrière. Donc là, ça fonctionne. On a notre service qui est derrière. Maintenant, on suppose que ce service il change un petit peu, et c'est un service qui consomme des CPU. On a envie de réduire l'usage de ce service-là. On veut qu'il s'éteigne quand on n'en a pas l'utilité. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'intègre avec l'outil Sablier. Donc on ajoute le projet, on ajoute le conteneur en fait, qui va tourner, qui va suivre l'état de vie, qui va monitorer en fait, et qui va surtout
les éteindre au besoin. Et au niveau de Caddy, on ajoute le petit module qui est en fait un middleware qui va s'exécuter avant de faire le reverse proxy. Donc là, la description dans le Caddy file, c'est déclaratif, ça veut dire qu'il exécute un point après l'autre. Il va tout d'abord donc demander à Sablier de vérifier que le conteneur est allumé. Si dans le cas actuel il est éteint, il va l'allumer. Je vais vous faire une petite démo maintenant pour concrètement voir qu'est-ce que ça fait en fait quand on l'allume. Donc j'avais déjà préparé un petit peu ça. J'avais préparé la démo sans, mais on va pas la faire parce qu'elle est un peu redondante. Concrètement, je vais seulement allumer les conteneurs. Donc là, c'est vraiment cette description-là à gauche que j'allume. On va les démarrer, il y a les 3. Je vais arrêter mon service parce qu'on veut qu'il soit éteint initialement, en tout cas dans le contexte de la démo, et je vais y accéder. Donc, on avait dit que c'était... ouais, j'ai vu. On a vu que c'était localhost 8080 parce que je l'ai mappé, mais c'était who am I. Et dès que je vais aller dessus, là, c'est Sablier qui intercepte la demande. Alors, je vous ai mis un thème assez sketchy pour la démo. Et en fait, juste après, ce qu'on voit, c'est qu'il nous a redirigé automatiquement vers notre service. Donc là, notre service, on y a accédé. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien, c'est que là, on n'est plus en train de faire de requêtes. Là, on voit une page qui a été chargée, mais on ne fait pas des requêtes constamment, on n'est pas en train de la recharger. Pour la démo, je ne vais évidemment pas recharger la page parce que ça va étendre la durée et je ne vais pas vous montrer ce que je veux démontrer. Donc si je regarde les conteneurs ici qui sont up, j'ai mis une durée, hein, si on regarde sur la démonstration, j'ai mis une durée de session d'1 minute. C'est-à-dire qu'une minute, normalement, après mon accès, le conteneur va se faire automatiquement éteindre. Donc j'espère qu'il va se faire éteindre bientôt. On va attendre un petit peu. Peut-être que j'aurais dû mettre 30 secondes, ça aurait été plus facile. En attendant, je vais vous montrer les features. On va avancer, de toute façon, c'est en arrière-plan. Donc il y a quelques features dessus. C'est qu'il est provider agnostique, dans le sens où on va créer des intégrations avec d'autres providers. Là où moi je me suis renseigné sur beaucoup d'outils qui existaient pour faire la même chose, elles sont la plupart du temps uniquement faites pour Kubernetes. Moi j'ai un petit côté self-hosted que j'aime bien, donc j'aime bien Docker, j'aime bien Docker Swarm aussi, même si ça peut choquer certaines personnes, et donc j'avais envie de développer en fait des intégrations avec ces systèmes-là. Donc ce qui fait que cet outil, il est vraiment compatible avec tout. Il y a des gens qui ont demandé même des intégrations avec Amazon EC2, parce qu'il y a des API qui ont le même principe en fait d'allumer et d'éteindre des instances. Il y a Podman et il peut y en avoir d'autres. Il y a aussi donc comment est-ce qu'on découvre les conteneurs, parce qu'à la base on voulait seulement allumer un conteneur qui était derrière un reverse proxy, mais qu'est-ce qui se passe si ce conteneur il a une base de données? Est-ce qu'on laisse la base de données tout le temps allumée? Est-ce qu'on n'y accède jamais réellement directement à la base de données? Dans ce cas-là, on peut faire un groupe, on peut mettre un label et le taguer sur un ensemble de conteneurs, et ça va allumer cet ensemble de conteneurs en fait. Ça marche pareil avec Docker Swarm, avec Kubernetes, etc. Et l'intégration, enfin le point le plus important en fait, c'est l'intégration avec les reverse proxy. C'est quels reverse proxy sont actuellement compatibles en fait. Et là on va avoir le premier reverse proxy, c'est Trafic, parce qu'en fait ce projet-là avait été initialement développé pour un hackathon pour ce même reverse proxy, où on avait d'ailleurs gagné un prix. Ensuite, il y a eu Caddy, Nginx, et il y en a d'autres qui peuvent arriver. Ils ne sont pas encore déployés, ils ne sont pas encore développés, il y a des manières de le faire. En revanche, plus j'ai continué à développer et maintenir ces choses-là, je vais faire une petite pause, on va voir s'il est arrêté. Donc là, il est arrêté, le service, ce qui fait que si je rafraîchis la page, normalement, je vais retomber sur, encore une fois, la page de chargement. Donc je retombe sur la page de chargement. Je reviens aux intégrations avec les reverse proxy. Ici, c'était Caddy, c'est fait en Go, certes. Ils ont leur manière de s'interfacer avec eux. Il y a Trafic, c'est fait en Go aussi, ça va, on reste encore dans un écosystème qu'on connaît. Mais ils ont une interface un petit peu différente. Puis ensuite, Nginx, c'est un peu plus vieux. Donc là, au début, j'ai regardé, c'était du C pour des modules un peu natifs. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi des librairies JavaScript et Lua. C'est un peu plus facile, donc je me suis dirigé vers ça. Et plus j'ai regardé un petit peu pour les autres et les demandes qu'il y avait, et c'est devenu de plus en plus compliqué. En fait, ça devient même un cauchemar, parce qu'on doit développer et maintenir, en tant qu'utilisateur de ces reverse proxy-là, un ensemble d'intégration avec ces reverse proxy. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est des API différentes, on a différents langages, du Go, du JavaScript, du C, on a aussi différentes manières de les lancer.
Par exemple, Trafic, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son propre évaluateur de Go, qui s'appelle Yagi, alors que Caddy, lui, va nous demander de recompiler directement l'image, donc on va devoir compiler notre reverse proxy à nouveau. Donc il y a du runtime, il y a des choses qui sont à la compilation. On a aussi des breaking change. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois vraiment maintenir en fait tous ces changements-là avec tous les reverse proxy? Et il y a la compatibilité avec tous les providers. Ils ne sont pas tous en fait cloud native. Il y en a beaucoup des récents qui sont vraiment orientés aspect cloud, aspect conteneur, etc. Mais quand on parle de Nginx et Apache, ce n'est pas des choses qui géraient, naturellement. Et c'est là où intervient WebAssembly. En fait, WebAssembly, je me suis vraiment étonné quand j'ai vu qu'il s'inscrivait dans ce contexte-là. WebAssembly, de base, c'est vraiment des instructions binaires c'est du bytecode en fait, pour exécuter un code dans un environnement bien spécifique. Ça peut faire un peu grincer les dents, mais ça se réfère presque à du Java avec la JVM. Quand on regarde en détail, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est le même principe. Ce qui se passe, c'est qu'on peut développer dans le langage qu'on souhaite. Donc on n'est plus restreint au langage que le reverse proxy nous impose. Ça, je vais l'expliquer pourquoi après. On peut créer un livrable WASM, donc un module WASM, qui va s'exécuter dans une machine virtuelle WASM. Ce qui est intéressant aussi, et qui a un avantage à Docker, c'est que c'est dans n'importe quelle architecture de CPU. Donc comment ça fonctionne? En fait, de base, c'est vraiment une initiative qui part de Envoy, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent mieux, c'est son extension Istio. Ils ont développé des extensions. Ils avaient des extensions natives, et ils sont très vite retrouvés dans un problème. C'est qu'à chaque fois qu'ils voulaient développer des extensions, pour des soucis de performance, pour des soucis de plein de choses, ils avaient besoin de recompiler, en fait, Istio avait besoin de recompiler tout le projet, pour les inclure. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était pas très viable, parce qu'il fallait le compiler pour toutes les plateformes, pour toutes les architectures, et pour un tas de choses. Donc, il y a, comme certains reverse proxy l'ont fait auparavant, on peut interpréter au runtime, et ça, on a pas mal de problèmes là-dessus. Donc, ce qu'ils ont fait, concrètement, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle ProxyWasm, que je vais vous montrer, qui va être utilisé par tous les reverse proxy pour s'interfacer, en fait, avec les reverse proxy dans les middleware. En fait, je n'ai pas mis ProxyWasm, la référence. En fait, il y a un projet donc, qui s'appelle ProxyWasm, qui est cette initiative-là, qui est une spécification qui part d'Envoy, donc, et qui se veut être adoptée par l'ensemble des reverse proxy aujourd'hui. Donc c'est un truc super intéressant, c'est pas très populaire honnêtement sur GitHub, c'est-à-dire que même mon projet a plus d'étoiles que le leur, mais honnêtement je vois un très très grand intérêt pour le futur des cohabitations entre s'intégrer avec des reverse proxy, parce qu'on parle beaucoup de vendor lock-in, mais quand on peut aussi parler de software lock-in un petit peu. Quand on s'intègre tous dans Kubernetes, c'est très difficile d'en sortir. Quand on s'intègre tous avec un seul reverse proxy comme Envoy ou Istio qui prend toute la hype, c'est très difficile de s'en sortir. Donc je pense que c'est un sujet très intéressant qu'il faut suivre de près, et que je pensais essayer de l'intégrer pour mon projet personnel. Sauf que je suis en train de négocier avec ma boîte pour qu'on puisse le faire passer en projet en interne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, allez-y. Ouais. Alors, tu as parlé du WASM module, mais la notion de module sur les reverse proxy Kubernetes, ça vient de là. Et tu as les rate limits d'authentification, d'autorisation qui sont déjà des Exactement. de modules qui peuvent s'intégrer. Ouais. Pourquoi est-ce que tu parles de WASM avant de parler de la notion de module? Parce qu'en fait, ça vient plutôt dans cet ordre-là, si on regarde la spécification, en tout cas de proxy WASM. C'est surtout dans le sens de s'intégrer avec plusieurs reverse proxy, et non pas comment faire des modules WASM dans Kubernetes. C'est un sujet, effectivement, dans le contexte professionnel, sur lequel on se dirigerait tout de suite. D'ailleurs, moi, ce que j'ai conseillé à ma boîte, c'est que si on fork mon projet en interne, on oublie tous les providers et tout, et on fait du spécifique pour ce qu'on a besoin, ce qui est en l'occurrence Envoy et Istio pour du Kubernetes, ce qui fait que là, ça irait beaucoup plus vite. Mais le contexte de ce projet, c'est vraiment, tu peux le faire chez toi, comme je l'ai montré là, avec juste un Docker Compose, tu peux le faire super simple avec n'importe quel reverse proxy. Et donc, c'est l'adoption de ce système de module WASM pour l'ensemble des reverse proxy. Typiquement,
Caddy, on leur a demandé. Nginx sont en train de le faire. Trafic, on leur a demandé aussi de le faire, mais ils disent qu'il n'y a pas assez de hype dessus. Moi, je trouve que c'est des sujets assez intéressants. Je comprends aussi qu'il n'y a pas trop de hype, parce que ça ne doit pas forcément être quelque chose qui est très demandé au niveau professionnel, parce que quand on est sur une stack techno, on a tendance à vouloir rester dessus et un peu pas trop changer pour prendre de risques. Mais voilà, c'est surtout dans ce sens-là. Pas bien compris parce que la spec module est une spec. Ouais. Et donc, si tu fais juste intégrer à la spec, de la même manière que tu en as plein d'autres, c'est juste une spec de module auquel Istio ou Trafic va te forwarder la request. Exactement. Et donc, pourquoi tu ne peux pas juste respecter la spec qui est automatiquement. Parce qu'ils ne l'ont pas, justement. Trafic, etc., ne s'intègrent pas à cette spec. Ils n'ont pas cette spec-là. Tu ne peux pas avoir justement du module WASM dans Trafic aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est justement de développer un seul module. Tu vois, en fait, moi, j'ai une intégration de pas mal de reverse proxy que je dois supporter, maintenir avec des specs différentes. Et plutôt que ça, je développerai un seul module WASM qui est spécifique à la spécification donc, de proxy WASM, qui est dérivé donc, de Envoy. Et le but, c'est justement de développer uniquement ça. Et comme ça, n'importe quelle personne peut l'utiliser avec n'importe quel reverse proxy. Ouais, je vais demander à Alexis, comment ça se passe au moment où, tu sais, lorsque le container il est pas prêt, tu sais, j'ai vu que tu pouvais choisir une page de garde, en fait, c'est pour faire attendre. C'est quoi l'entête que tu renvoies au consommateur? Et si le consommateur, c'est, imagine, une API. C'est pas un browser, mais genre, genre une API, en fait, REST. Ouais, exactement. Quelque chose qui fait un appel REST. Comment il va se comporter, en fait, lorsqu'il va se prendre la waiting page? Donc, il y a deux stratégies. J'ai pris la stratégie la plus parlante pour qu'on puisse le voir. C'est une stratégie dynamique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une page web qui va être envoyée, qui va être interceptée parce que le conteneur n'est pas prêt. Ça, c'est vraiment, on pense typiquement à un portail de notre organisation pour y voir directement un retour. Et quand on a une API, il y a une autre stratégie qui est une stratégie bloquante, qui va juste faire attendre la requête en permanence avec un timeout qu'on peut définir. Et donc, ça renvoie soit une erreur de timeout, service unavailable, soit ça va vraiment faire attendre la requête pendant 30 secondes, 61 minutes, comme on veut, jusqu'à ce que le conteneur derrière soit allumé. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment, on voit, c'est un peu transparent. Et concernant l'adoption, est-ce que tu as des cas d'utilisation, genre des cas représentatifs en termes de trafic en fait? Est-ce que vous avez des utilisateurs qui, je ne vais pas dire Amazon spécifiquement, mais est-ce que vous avez eu des gros acteurs en fait qui utilisent ça et est-ce que ça tient la charge? Alors non, pas du tout. Concrètement, c'est un projet personnel de base qui est vraiment fait pour bidouiller. Donc c'est surtout quelque chose qui a intéressé des gens chez eux qui étaient sur des Raspberry Pi, tu vois, qui ne voulaient pas avoir trop de services qui tournent en même temps et pas eux-mêmes le faire start and stop. Concrètement, c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'automatiser tout ce qu'ils peuvent. Moi, si tu veux, j'ai automatisé mes lumières quand quand j'allume mon Netflix. Donc, c'est des trucs vraiment bêtes, mais ça va jusque-là. C'est-à-dire que moi, j'avais un portainer, par exemple. Je voulais juste m'amuser à ce qu'il soit éteint quand je n'y accède pas. Et que dès que j'y accède, il s'allume. C'est juste ça le cas d'usage principal. Et ça s'est étendu sur des gens qui ont apprécié le projet, qui voulaient l'intégrer sur différentes choses. Donc j'ai eu des cas d'usage, des gens qui m'ont proposé même de me payer pour l'intégrer chez eux. Mais honnêtement, je n'ai pas trop eu de retour derrière de performance. J'imagine qu'il y a un coût un peu de performance, forcément, que je ne l'ai pas benchmarké personnellement. Mais voilà. Tu ne l'as pas installé à la Banque nationale? Non. Je compte l'installer à la Banque nationale, mais... non, mais sur les environnements non prod, ça doit être super pratique. Exactement. En fait, le principe, c'est qu'à la Banque nationale, on utilise déjà quelque chose pour Scale to Zero. C'est les horizontal pod autoscaler, la nuit, en fait, en non-office hours, on met nos pods à zéro. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on travaille à distance? On peut juste plus accéder à nos environnements de développement, où il faut les scale nous-mêmes à nouveau, mais là, pareil, t'es pas censé travailler, on te rééteint. Il y a aussi une grosse sensibilisation qui sont faites sur les devs à économiser de l'argent dans le cloud. Et donc, ça se fait notamment par économiser des ressources. Et en économisant des ressources, comment est-ce qu'on peut le faire? On peut surtout le faire en éteignant directement ou automatiquement les services. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des services qui sont déployés, ils sont déployés et testés une fois, et on les oublie pendant des mois. Et ça, on parle de centaines, voire presque milliers de projets.
Donc ça fait beaucoup d'argent qui est utilisé pour rien. Vas-y, David. Ouais. Merci pour la présentation. Moi, je suis un gros fan du serverless, alors forcément, Ouais. ça me parle bien. Par contre, ce qui me fait un peu peur avec ça, c'est que du coup, ton sablier, s'il tombe, toute ton Ouais, infra complètement. est par terre. Et je voulais savoir si tu avais des plans pour éviter ça. Et déjà, est-ce que tu conseilles de mettre un sablier devant chaque conteneur ou un sablier devant plusieurs conteneurs ou plusieurs instances de sablier? Moi, Parce qu'au final, ton sablier, il est tout le temps up. Exactement. C'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire aussi avec une très très low footprint, avec du Go, avec ce que j'ai pu. Et je conseillerais d'avoir une instance globale ou une instance par namespace dans le cas de Kubernetes, qui peut être un truc, un entre-deux qui est assez sympa. Donc oui, c'est carrément un SPOF par contre. Donc ce qu'on pourrait configurer, effectivement, c'est que si Sablier il n'est pas là, ben, on forward le trafic quand même, et c'est pas grave. Et autre question, pardon, ça forward tous les headers. Imagine tu as un token JOT dans ton header qui est pour ton API cible. Est-ce Ouais. que ton sablier va prendre ce header et... Non. Et Sablier, lui, donc il a une API bien définie, c'est-à-dire on lui fait un appel qu'on a préconstruit auparavant, et toute la requête qui est envoyée de base pour le service, on ne la voit pas du tout avec Sablier. Oui. Est-ce qu'il est sur le chemin critique sur l'autre parenthèse du reverse proxy justement, ou il est plus sur le côté à guider le reverse proxy en fonction de ce qu'il a observé, les utilisations? C'est-à-dire justement s'il n'est plus là, Ouais. est-ce que le trafic passe toujours ou est-ce qu'il est vraiment... Ça va dépendre des reverse proxy. Par exemple, pour Caddy, si je spécifie que dans ma route, il y a absolument mon middleware, si mon middleware ne répond pas, bah, ça va faire une erreur. En fait. Mon reverse proxy va me dire, bah, dans ce que tu veux faire, il y a une erreur. Donc, c'est surtout ça. Donc, ça peut dépendre de pas mal d'implémentations. Ouais. Est-ce que tu as accès à une API ou une console sur Sablier pour savoir ce qu'il a éteint, un peu comme les circuit breakers, des choses comme ça? Pas encore. Tu peux faire une demande si tu veux, une PR aussi, ce sera encore mieux. Mais tu as une API pour le faire manuellement. En fait, à la base, ma présentation, je voulais vous montrer ça, juste l'API, puis montrer le reverse proxy. Je me suis dit que ça va être un peu long et pas concret. Mais concrètement, les middleware, c'est juste des clients pour l'API de Sablier derrière. Ouais. Je ne veux pas prendre trop le temps. Ouais, de toute façon, c'est ça. Merci beaucoup.